Si vous détenez un ETF, c'est-à-dire un fonds indiciel coté en bourse, sur le MSCI World ou le S&P 500, je voudrais vous montrer quelque chose en 3 étapes. Première étape, cherchez World sur le site Just ETF. Votre ETF affiche World, donc monde en français, sur l'étiquette, à l'affichage. Mais quand on regarde la composition réelle, le MSCI World, c'est 67% d'États-Unis, 6% de Japon, 3% de Royaume-Uni et 0% d'Amérique latine. Zéro. Pas de Brésil, pas de Mexique, pas de Chili. Étape 2, on s'intéresse un peu à ce qu'on n'a pas dans notre ETF monde. Au Brésil, le taux directeur, qu'on appelle le Selic, tourne autour de 11 à 12% pour une inflation autour de 4%. Un taux réel positif d'environ 7 à 8 points. Au Mexique, le taux réel se situe aux alentours de 6 à 7 points. Au Chili, autour de 4 points. Pour comparaison, le taux réel de la zone euro a oscillé autour de 0, en étant même parfois négatif, sur toute la décennie 2015-2022. Troisième étape, on ajoute la valorisation. Le MSCI World Emerging Market Latin America se traite autour de 9 à 10 fois les bénéfices anticipés, le S&P 500 autour de 22 à 25 fois. Une décote de l'ordre de 55 à 60%, alors que la moyenne historique de décote des émergents sur les développés est plutôt de 30%. Et ce différentiel, vous l'avez bien compris, c'est ce que l'étiquette trompeuse World vous fait manquer sans vous le dire. Cette vidéo n'est pas une prédiction sur ce qui va surperformer pendant 10 ans, personne n'en sait rien, ni moi ni les analystes de Wall Street, c'est une lecture honnête d'un trou structurel dans la façon dont la plupart des investisseurs francophones sont positionnés aujourd'hui. Alors, si vous voulez la version structurée de ce raisonnement, la grille pour auditer votre exposition géographique réelle et les véhicules concrets pour rééquilibrer votre allocation si vous le jugez pertinent, c'est dans le bootcamp gratuit 10x10. Le lien est en description. On va continuer la vidéo d'abord, mais vous pouvez ouvrir un nouvel onglet et y revenir plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on appelle vraiment le monde quand on parle d'un ETF MSCI World? Eh bien, on parle des pays de l'OCDE. Les émergents, 0%. L'Afrique, 0%. L'Amérique latine, 0%. Pour avoir un peu d'Amérique latine, il faut aller chercher un ETF All Country World Index qui rajoute environ 10% d'émergents. Mais sur ces 10%, l'Amérique latine pèse environ 1% du portefeuille total. Sur 200 000 euros de portefeuille, votre exposition réelle au Brésil, Mexique et Chili combinés serait de l'ordre de 2 000 euros. Autant dire quasiment nul. Premier réflexe à avoir, ne jamais faire confiance aux étiquettes. Toujours regarder la composition des ETF dans lesquels vous investissez. Et avant d'aller plus loin, je veux vous dire quelque chose qui va pas plaire à tout le monde. Le consensus actuel qui dit j'ai du MSCI World, j'ai du S&P 500 et c'est bien suffisant n'est pas complètement idiot. Il repose sur 15 ans de surperformance américaine, sur des entreprises réelles, profitables, des leaders mondiaux, sur une devise refuge, le dollar, et sur le fait qu'historiquement, faire compliqué n'a pas payé pour la plupart des particuliers. Quelqu'un qui détient 80% de son portefeuille en MSCI World aujourd'hui n'est pas un imbécile, c'est quelqu'un qui a appliqué une règle qui a fonctionné pendant 15 ans. Le problème n'est pas la règle, le problème c'est que la règle définit une concentration géographique extrême derrière une étiquette qui dit diversification mondiale. Et tant qu'on confond les deux, on prend un risque qu'on ne mesure pas. Maintenant, regardons ce qu'on ne possède pas avec des chiffres précis. Au Brésil, la Selic, le taux directeur de la Banque centrale du Brésil, qu'on appelle BCB, est aujourd'hui de 11 à 12%. L'IPCA, c'est-à-dire l'indice des prix à la consommation officielle brésilien, est autour de 4%. Taux réel entre 7 et 8 points. Au Mexique, le taux directeur est autour de 10 à 11%. L'inflation autour de 4%. Le taux réel entre 6 et 7 points. En Colombie, le taux réel d'environ 4 points. Au Chili, autour de 1 à 2 points. Pour comparaison, la Fed, Banque centrale américaine, et la Banque centrale européenne, la BCE, ont maintenu pendant des années des taux réels proches de zéro, parfois négatifs. Ce différentiel, ce n'est pas du momentum, c'est pas un trade qui dépend de ce que la presse va titrer demain. C'est du carry mesurable, observable sur les obligations souveraines locales en ce moment même. Deuxième pilier, et c'est probablement le plus contre-intuitif, la BCB a commencé à monter la Selic en mars 2021. Le Banco de Mexico, qu'on appelle Banxico, a monté son taux directeur en juin 2021. La Banque centrale du Chili en juillet 2021. La Fed n'a bougé qu'en mars 2022, un an entier après les banques centrales latino-américaines. Résultat, l'inflation est revenue sous contrôle plus rapidement au Brésil et au Mexique que dans la zone euro. Les banques centrales qu'on traitait de bananières il y a 20 ans ont conduit sur le cycle 2021-2024
la politique monétaire la plus orthodoxe du monde développé. Et c'est important parce que ça change l'argument. La thèse n'est pas investissez dans des pays risqués qui montent en ce moment. La thèse, c'est des banques centrales devenues prévisibles, des taux réels élevés et donc une marge de manœuvre théorique pour baisser les taux dans les années qui viennent. Surtout si l'orthodoxie tient face aux pressions politiques. Et là, c'est une nuance importante. Au Brésil notamment, les risques budgétaires et les pressions politiques sur la BCB sont réels. C'est pas une trajectoire mécanique, c'est une hypothèse conditionnelle. Troisième pilier, la valorisation des actions, le ratio cours sur bénéfice anticipé, qu'on appelle le forward PE, donc PE pour price earning. Donc le PE forward du MSCI Emerging Market latino-américain est autour de 9 à 10, celui du S&P 500 autour de 22 à 25. Une décote d'environ 55 à 60% contre une moyenne historique d'environ 30%. Le rendement du dividende agrégé sur l'indice latino-américain est de l'ordre de 6 à 7%. Sur le S&P 500, il est autour de 1,3%. Soyons honnêtes sur ce que ça signifie. Une décote, c'est pas automatiquement une opportunité, c'est aussi une prime de risque que le marché demande. Mais quand la décote dépasse 25-30 points de sa moyenne historique, on est quand même dans une zone où les rebonds sur le retour à la moyenne, la mean reversion, deviennent statistiquement probables, sans qu'on puisse dire quand, évidemment. Quatrième pilier, la dotation en ressources. Le Chili et l'Argentine concentrent à eux deux environ 55% des réserves mondiales de lithium. Le Chili et le Pérou produisent environ 35% du cuivre mondial. Le Brésil est dans le top 2 mondial pour le minerai de fer, le Mexique est numéro 1 mondial sur l'argent et le mix énergétique régional est environ 60% renouvelable, principalement de l'hydroélectricité, contre environ 20% au niveau mondial. Dans un monde qui se fragmente, chaque bloc cherche désormais à sécuriser ses approvisionnements chez des pays alliés plutôt que chez le moins-disant. C'est ce qu'on appelle le friendshoring. Les richesses du sous-sol latino-américain changent de nature. Ce ne sont plus des matières premières cotées sur des marchés mondiaux, ce sont des leviers diplomatiques. Maintenant, je vais être direct sur ce que cette thèse ne dit pas, parce qu'aucun des points n'est mentionné dans la plupart des vidéos sur le sujet. Premièrement, la devise. Tout ce que je viens de vous dire est en monnaie locale ou en dollars américains. Pour un investisseur basé en euros ou en francs suisses, la performance finale va dépendre autant des taux de change que des actions ou des obligations. Le réal brésilien a perdu environ 15% face à l'euro entre 2024 et 2025. Le peso mexicain a été volatile. Le peso argentin s'est effondré. Une obligation brésilienne à coupon réel de 6% qui rapporte 6% en réal et qui voit le réal perdre 10% face à l'euro, ça fait du moins 4% dans votre portefeuille. La devise n'est pas forcément un problème, c'est une caractéristique structurelle de ce type d'exposition. Si vous ne croyez pas à la stabilité monétaire latino-américaine, vous restez sur des véhicules en dollars ou en euros. Si vous y croyez, vous prenez l'exposition locale en assumant le risque de change. Deuxièmement, la fenêtre temporelle. Le MSCI Emerging Markets Latin America a fait environ plus 55% en 2025 et environ plus 20% début 2026. Mais sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, ce même indice a sous-performé massivement le S&P 500. Ce à quoi on assiste actuellement pourrait être considéré comme un rebond, un retour à la moyenne, partiel, après une décennie de sous-performance, et pas forcément la garantie qu'un cycle de 10 ans est en train de s'ouvrir. Donc, personne ne peut tenir l'argument ça va sous-performer ou surperformer pendant 10 ans. Ce que la thèse dit, c'est que statistiquement, il vaut mieux investir avec une décote de 50-60% avec des taux réels positifs de 6 à 8 points plutôt que ce qu'on vit actuellement dans le reste du monde. On est sur une vision probabiliste, pas déterministe. Troisièmement, la fiscalité et la liquidité. Sur les coupons obligataires versés à des non-résidents, le Brésil va prélever environ 15% à la source. Le Mexique, environ 10%. Donc, c'est à vérifier au cas par cas avec la convention fiscale de votre pays de résidence, entre votre pays de résidence et le pays émetteur, selon les cas. Et suivant les cas, justement, les conventions fiscales peuvent réduire ou neutraliser cette retenue. Côté liquidité, les obligations indexées sur l'inflation locale ne se négocient pas en continu comme un ETF. Elles s'échangent de gré à gré, ce qu'on appelle des OTC pour over the counter,
Et concrètement, vous passez des ordres à court limité avec des écarts entre prix d'achat et prix de vente qui peuvent atteindre 20 à 50 centimes. Ce n'est pas un obstacle, mais ça doit être anticipé. Concrètement, on va parler de deux niveaux d'exposition, selon votre profil et votre courtier. Alors, premier niveau, l'exposition action via des ETF UCITS. UCITS étant le cadre réglementaire européen pour les fonds destinés aux particuliers. Donc sur ce périmètre, on va trouver plusieurs véhicules cotés en Europe qui répliquent un indice Amérique latine, généralement très concentré sur le Brésil et le Mexique, qui représentent l'essentiel de la capitalisation régionale. Ce sont donc ces ETF qui sont accessibles chez la plupart des courtiers européens grand public. C'est le point d'entrée le plus simple. Deuxième niveau, l'exposition obligataire en devise locale indexée sur l'inflation locale. Et c'est là que se trouve la thèse de fond, celle qui capture en même temps le taux réel élevé et la protection contre l'inflation domestique. Chaque pays latino-américain a sa propre famille d'obligations souveraines indexées sur son indice des prix. Le Brésil, le Mexique, le Chili et la Colombie en émettent depuis des décennies, avec des mécaniques d'indexation spécifiques. Ce sont des instruments qui exigent généralement un courtier qui donne accès direct aux marchés obligataires locaux, ce qui n'est pas le cas de tous les courtiers européens grand public. Pour ceux qui ne veulent pas changer de courtier, il existe des ETF UCITS qui répliquent un panier d'obligations émergentes en devises locales. Alors, c'est important à comprendre. Ces ETF sont globaux et émergents. L'exposition latino-américaine y est partielle. Grosso modo, on parle d'un quart du panier. Donc attention, ce n'est pas équivalent à une exposition directe sur les souveraines locales indexées inflation. C'est une approximation, pas la thèse d'investissement pure. Le détail des véhicules, des courtiers compatibles, des minimums de lot et la procédure pratique pour accéder au marché obligataire latino-américain, c'est ce que j'étudie actuellement dans le cadre de mon service de partage, la solution de l'I-10. Je n'ai pas encore tranché sur le fait que ce soit ou pas le moment d'y aller. Des rendements obligataires latino-américains à 6% pour l'instant, ça ne me fait pas rêver. Je suis sur une moyenne actuelle annuelle supérieure à 18%, mais les perspectives de rendement positif ne sont pas forcément si nombreuses en 2026. Donc c'est à l'étude. Et ici, je vais faire une précision pour ceux qui suivent ma chaîne. Le screener Valoramap que j'utilise pour la sélection d'actions individuelles sur 6 marchés émergents, Vietnam, Philippines, Corée du Sud, Indonésie, Pologne, Inde, ne couvre pas aujourd'hui les marchés latino-américains. Alors pourquoi? Parce que les scores académiques que j'utilise, l'Altman Z double prime score, modèle émergent, le Piotrowski F-score, le Beneš M-score sont calibrés pour évaluer la solidité financière et la qualité comptable d'entreprises individuelles dans des cadres comptables standards. Sur les producteurs de matières premières latino-américains, les variations de stock et les cycles d'investissement vont déformer les ratios. Sur l'Argentine, par exemple, la norme comptable IAS 29 sur l'hyperinflation impose des retraitements qui sortent du périmètre de transparence que je m'impose sur Valorama. Donc, si on décide de faire du stock picking, du choix de sociétés individuelles en Amérique latine, il faut se familiariser avec leurs normes comptables et créer des indicateurs spécifiques. Alors, ça peut se faire, mais pour être honnête, j'ai assez de chats à fouetter avec les pays asiatiques qui sont analysés dans Valorama. 3 chiffres à retenir de cette vidéo. Premièrement, le rendement réel. Au Brésil, quand vous achetez une obligation d'État, le taux que vous touchez, moins l'inflation locale, vous laisse entre 7 et 8 points de rendement réel. En zone euro, sur toute la décennie précédente, ce même calcul donnait à peu près 0. Parfois même, c'était négatif. Concrètement, votre épargne en euros ne rapportait rien une fois l'inflation déduite, pendant que la même logique appliquée au Brésil rémunère encore aujourd'hui 7-8%. Alors, ce n'est pas un pari sur une tendance de marché, c'est un écart de rendement structurel, mesurable, qui existe parce que les banques centrales latino-américaines mènent une politique monétaire plus stricte que celle de la BCE. Deuxième chose à retenir, ratio prix sur bénéfice attendu, le PE forward, est aux alentours de 10 en Amérique latine, contre environ 24 pour le S&P 500. C'est une décote de plus de 55%, soit le double de la moyenne historique. Troisième chose à retenir, et c'est probablement la plus importante, la Banque centrale du Brésil a monté ses taux 12 mois avant la Fed sur le cycle inflationniste post-Covid. La caricature de la Banque centrale latino-américaine bananière, c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, sur la rigueur monétaire, le rapport de force s'est inversé. Ils font mieux que nous. Ce qui change à partir de maintenant, c'est que
quand vous allez regarder votre portefeuille, vous saurez où vous en êtes par rapport à votre exposition. Vous saurez que le mot world sur un ETF, c'est une convention marketing et pas une description géographique. Et vous saurez qu'une concentration de 70% États-Unis n'est pas une diversification mondiale. C'est un pari de conviction qu'il faut assumer comme tel et rééquilibrer ou pas en conscience. Le bootcamp 10x10 gratuit, le lien est en description, couvre la grille d'audit complète. Composition réelle de vos fonds, exposition géographique nette et les véhicules concrets pour rééquilibrer si vous le jugez pertinent. C'est de l'éducation financière structurée, pas un conseil personnalisé. Et une question pour les commentaires. Alors, je les lis tous. Quel pourcentage exact d'Amérique latine contient votre portefeuille aujourd'hui? Alors, pas l'exposition que vous pensez avoir, celle que vous mesurez après avoir ouvert la composition de vos fonds. Alors, est-ce que c'est moins de 1%? Est-ce que c'est entre 1 et 5%? Plus? Et surtout, est-ce votre décision ou celle par défaut de votre courtier? Et si cette vidéo vous a fait réfléchir, je vous suggère celle où j'identifie 4 actifs qui permettent de sécuriser la valeur, à défaut d'aller chercher du rendement. À très vite!